Bonjour à toutes et à tous. Les diapositives devraient apparaître. C'est plus sympa avec un visuel quand on parle de traitement local. On pourrait en faire sans, mais voilà. Très bien. Merci à vous, merci à l'Anna Maca, Roland, à Olivier et à vous toutes et tous. Donc, c'est un plaisir de travailler sur des thématiques autant humaines et d'accompagnement, comme la santé intégrative la fois dernière, et finalement de garder et reprendre une casquette de spécialiste, parce qu'en fait, on n'a pas à choisir entre une expertise médicale et une vision globale de la relation soignant-soigné et de la relation humaine. L'idée, c'est de casser les silos et d'être fier d'intégrer aussi des expertises dans la santé intégrative. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de technique et radiothérapie et chirurgie, etc., mais j'aurai beaucoup de choses à dire avec mon ami Laurence sur le reste. Donc la thématique qui m'a été proposée est la gestion de la récidive. Je préfère le mot rechute, après traitement local. Alors se posent alors plusieurs questions, parce que lorsqu'il y a une rechute, elle peut être soit biochimique avec ce PSA qui est le marqueur génial, ou elle peut être clinique. Et donc derrière le mot rechute, il faut toujours se demander, c'est vrai que dans l'histoire naturelle de cette maladie, on n'est pas au même stade, la même temporalité lorsqu'il s'agit d'une rechute biochimique et clinique en général. Et puis quand on dit le mot rechute, c'est vrai qu'on a cette annonce traumatique qui déstabilise, mais on doit faire la différence entre une rechute localisée dans la prostate ou le lit opératoire, entre une rechute régionale dans l'atmosphère ganglionnaire et une rechute métastatique. Donc le mot rechute fait peur, mais derrière la rechute, il va falloir démembrer un peu les peurs et puis essayer de se projeter différemment suivant le type de rechute. Donc il y a un peu de technique dans cette annonce et de projection. Et finalement, en fonction des différents traitements qu'on a reçus, puisqu'il s'agit de traitements locaux, on a plusieurs manières d'envisager les choses, puisqu'on peut rechuter après avoir eu un cancer de prostate traité par prostatectomie, par radiothérapie ou par d'autres traitements locaux. Voilà. Ce n'est pas un sujet génial de traiter la rechute, mais elle est importante à traiter. Donc tout d'abord, on va rappeler ce qui semble important pour nous tous et pour tous les médecins aussi qui soignent les cancers de la prostate, l'histoire naturelle. Quand bien même on a fait une prostatectomie radicale et qu'elle a été bien faite, globalement, alors ça dépend beaucoup des indications, des séries, etc., le taux de rechute, en tout cas biochimique, est entre 15 et 40% dans l'histoire naturelle quand on se projette à 10 ans. Alors c'est sûr que si vous avez fait une intervention chirurgicale à quelqu'un qui a un cancer de Gleason 9 avec effraction capsulaire, envahissement des vésicules séminales et des marches positives, le risque de rechute n'est pas le même que quelqu'un qui a un cancer dit entre guillemets indolent, qui a eu une prostatectomie radicale. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on a une rechute biochimique qu'on a forcément des métastases tout de suite. Et en général, il y a plusieurs années, si on ne fait rien, parce que c'est rare qu'on ne fasse rien en France, entre la rechute biochimique et la rechute métastatique. Et donc c'est important de prendre en considération cette temporalité, parce qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à un patient qui a un cancer du pancréas qui rechute, du poumon qui rechute, c'est le même adénocarcinome, un peu différent, ou l'adénocarcinome de la prostate. On a une temporalité très différente, des traitements différents, et donc c'est important de se projeter dans le temps pour la tonalité, pour la manière, pour la façon d'accompagner, et aussi pour la stratégie. Et quand on regarde à 8 ans, la rechute locale, elle est significative, la rechute métastatique existe aussi et est significative. Donc c'est un événement important, cet événement de rechute, et c'est celui qu'on va traiter. Alors je vais commencer par une situation simple, en rappelant un essai qui a été conduit à l'échelle européenne et rapporté par mon maître, le professeur Michel Bolla, à Grenoble. Et donc dans cette étude, les patients avaient une prostatectomie radicale. Et on voit qu'on a choisi une population de patients avec une effraction capsulaire d'âge moyen 65 ans, avec un suivi tout à fait satisfaisant, et près de 500 patients dans un bras surveillance après prostatectomie radicale, ou bien radiothérapie après prostatectomie radicale. Alors, chez les patients qui ont été surveillés d'ores et déjà, même si c'est des patients qui avaient une effraction capsulaire et certains facteurs de risque, savoir qu'un peu plus de la moitié d'entre eux n'ont jamais rechuté. Ça ne veut pas dire que si on les avait observés plus longtemps, ils n'auraient pas rechuté plus tard.
Il y en a même 29% qui sont décédés sans rechute de problèmes cardiovasculaires ou d'autres maladies. Ce qui nous a conduit à dire, nous, mais on en parlera, que lorsqu'on propose une radiothérapie, on n'est pas obligé de se situer immédiatement après la chirurgie de façon systématique. On peut tout à fait essayer d'avoir des approches différées. Pas se jeter sur un patient qui, en plus, souvent a des fuites urinaires, a besoin de consolider une convalescence. Psychologiquement, c'était difficile. Mais en tout cas, lorsqu'on a commencé à comparer la surveillance contre la radiothérapie chez ces patients opérés de cancer avancé, dans tous les sous-groupes, il y avait un bénéfice significatif à faire une radiothérapie, qu'il y ait des marches positives ou négatives, un envahissement des vésicules ou pas. Enfin bon, tous les sous-groupes, pas la peine de détailler plus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut irradier tous les patients après prostatectomie. Il va falloir sélectionner, mais on sait aujourd'hui que c'est un traitement efficace, significatif, qui augmente non seulement les taux de contrôle de la maladie, mais également la survie, ce qui est important, c'est-à-dire qu'on a un bénéfice en durée de vie. Alors quand on irradie la loge de prostatectomie, qu'est-ce qu'on irradie puisqu'il n'y a plus de prostate ? Eh bien simplement, c'est des notions de base, comme tout le monde n'est pas familier. Vous avez classiquement, quand le chirurgien va faire sa coupe, il y a une anastomose, une suture, et c'est un endroit électif, c'est un site de rechute. Donc on irradie cette zone-là. On irradie une loge cellulo-graisseuse. Mais on a montré, quand on observait les patients, que les rechutes, elles se situaient également dans l'espace rétrovésical bas. Donc si on fait de la radiothérapie et on irradie un volume trop étroit ou pas adapté, eh bien ça sera moins efficace. Depuis l'avènement du TEP scanner, notamment le TEP scanner au PSMA, on a aussi des imageries fonctionnelles qui nous montrent que les volumes cibles méritent d'être parfois un peu élargis et qu'on va avoir des rechutes cliniques dans des zones finalement qu'on n'aurait pas pensé à irradier. Donc la définition du volume cible, en plus de la technique du radiothérapie et le protocole, vont être importantes, sachant aujourd'hui qu'il n'existe pas que des rechutes locales dans le lit de prostatectomie, mais également régionales ou métastatiques. Alors, on va prendre quelques exemples pour être un peu didactique, puisque même s'il y a beaucoup de sachants, c'est peut-être plus pédagogique. Donc, monsieur a 66 ans, on est en 2003, PSA 8, cancer de prostate, adénocate, Gleason 6. Donc là, il a une prostatectomie radicale, pas d'effraction capsulaire ou d'envahissement des vésicules séminales, quelques engainements périnerveux, des marges saines, un PSA post-opératoire indétectable, super. Monsieur, vous êtes guéri. On vous surveille. Et puis il revient en 2004 avec un PSA à 2,39. Et à l'époque, il y avait un protocole thérapeutique où on positionnait la chimiothérapie à un stade précoce avec l'hormonothérapie. Et donc le patient a ça. C'est un peu connu, mais ça marche bien. Le PSA est négativé. Il vit normalement. Et puis en 2006, il revient et à nouveau le PSA est à 0,30. Donc là, on fait des examens, on ne trouve pas de maladie active. Et là, on irradie la loge de prostatectomie. Ça marche plutôt bien. Et là, vous voyez, 10 ans après, PSA, 2,5 nanogrammes par millilitre. Et on fait une IRM et on trouve une rechute à nouveau dans une zone déjà irradiée. Alors, dans 95% des cas, on va dire, vous avez déjà eu de la radiothérapie, il y a eu de la chirurgie. Donc, soit on surveille, on attend, et puis on mettra le traitement d'hormonothérapie plus tard, soit on le fait tout de suite. Ça, c'est 95% des cas. Sauf qu'il rechute localement, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une réirradiation stéréotaxique, alors peu importe le nom de la machine, en 6 séances, et le patient, 7 ans après, il est à nouveau guéri. Donc on a rattrapé une rechute locale en territoire irradié après prostatectomie. On a contrarié un pronostic, mais on a pensé un petit peu en dehors des clous, mais on a quand même commencé à défricher l'idée qu'il est possible de réirradier à condition d'avoir la technologie pour, à condition de poser des bonnes indications. Parce que quand on regarde les rechutes après radiothérapie post-opératoire, alors ils ont mis des pourcentages, mais ce n'est pas des pourcentages. Dans la moitié des cas, c'est local ou loco-régional avec des ganglions, et dans l'autre moitié, c'est métastatique.
ou des ganglions qui vont un peu plus loin, ou des os ou des viscères. Mais ça veut dire qu'on a encore des rechutes locales en territoire irradié, et arroser en hormonothérapie, ce n'est pas forcément à visée curative, même si on a des espérances de vie importantes. Peut-être que ça peut parfois être remis en question avec des bonnes imageries sur des capacités à rattraper localement une rechute locale. Autre exemple. Monsieur G a 73 ans, PSA 7, adénocarcinome de Gleason 6, et là, il fait le tour des maisons, et puis au final, il choisit la curithérapie de prostate. Donc il est traité correctement, quelques séquelles urinaires modérées. Vous voyez un nadir du PSA à 0,95 en 2004, et en 2007, 1,2, et en 2010, PSA 8. Nodule isolé, adénocarcinome de Gleason 7, parce que ça a été biopsié. Et là, on lui dit, vous avez une curithérapie, donc qu'est-ce qu'on fait? Une hormonothérapie. Parce qu'on ne va pas vous opérer sinon. Fuite urinaire, vous connaissez, c'est complexe d'aller opérer une zone irradiée. Et puis le PSA tombe à 0, et en juin 2014, il revient, et il est sous hormonothérapie, PSA à 1,44, et il a une rechute locale dans la zone prostatique qui a eu la curithérapie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe en chimio? C'est le même raisonnement. Donc on réirradie la prostate après curithérapie. Donc une réirradiation stéréotaxique, et là encore stérilisée. Alors on l'a publié, les séries françaises, les séries européennes. Il y a 15 à 20% de risque de toxicité urinaire, mais il y a 80% des cas où ça se passe très bien, et on a encore une possibilité de stérilisation tumorale. Et donc ça donne de l'espoir, parce qu'il y a une technicité, et encore une fois, il faut poser les indications, c'est pas si simple, mais ça mérite d'être connu. Et donc on rend hommage aussi à nos amis imageurs, mais pas uniquement fonctionnels, les radiologues qui ont des IRM de plus en plus performantes, qui nous permettent de voir des tumeurs précisément, mais également en médecine nucléaire, et puis tous ces logiciels de fusion d'images qui nous permettent de faire des réirradiations stéréotaxiques focalisées sur des volumes cibles de plus en plus précis. Et les précisions machines, aujourd'hui, c'est le demi-millimètre sur cible mobile. Donc si nos imageurs sont si performants, pour nos rechutes locales, c'est intéressant. Alors on continue, dernier cas clinique, monsieur T a 70 ans, PSA 15,7, Gleason 7, effraction capsulaire droite. À l'époque, on a fait une radiothérapie avec hormonothérapie courte, ça se passe bien. Et puis en 2013, on voit que le PSA a ascensionné de 28, 2016 à 3,79, et PET scan choline, on a un hypermétabolisme prostatique. Et donc, attends, est-ce que j'ai pas une animation? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une réirradiation stéréotaxique d'une zone irradiée. Voilà. Donc ça, c'est des cas après une radiothérapie post-op, après une curithérapie, après une radiothérapie classique de réirradiation. Donc on est bien dans la thématique de gérer la rechute après traitement local. Voilà. Et donc techniquement, c'est franchement maîtrisé. Il y a du monde qui travaille dessus, une dizaine de personnes, 2 à 3 semaines de préparation. Souvent, on va en parler. Ce qu'on fait, c'est qu'on met souvent des grains d'or, des marqueurs fiduciaires en intraprostatique. C'est comme une biopsie, mais au lieu de prendre un bout, on met des grains d'or. Et ça nous permet d'avoir une détection en temps réel du mouvement de la prostate qui varie en fonction de la réplétion vésicale ou rectale, gaz et sel ou urine. Et on met aussi maintenant un gel interprostatorectal, et il y a eu un remboursement en France pour ça. Et donc on est au ministère de la Santé, il faut remercier les autorités, toute la chaîne, parce que c'est intéressant pour séparer le rectum de la prostate, puisqu'on sait le risque de rectite, surtout en cas de réirradiation. Et donc on a pu aujourd'hui, même sans que ce soit une réirradiation, mais en irradiation simple, séparer le rectum de la prostate et arriver à avoir une dose moindre au niveau de la paroi antérieure du rectum, ce qui nous permet d'irradier correctement la face postérieure de la prostate, qui est souvent le siège des rechutes d'ailleurs. Quelques notions et un papier scientifique. Voilà. On ajuste, c'est une stratégie qui s'appelle la stratégie adaptative. En général, quand un patient rechute et que c'est le moment de le mettre sous hormonothérapie ou traitement anti-androgène, ces nouveaux médicaments qui ont beaucoup apporté, eh bien, imaginez que les cellules mauves, ce sont des cellules sensibles à l'hormonothérapie.
et que la cellule verte, c'est une cellule résistante à l'hormonothérapie. Si on donne aux patients en continu, alors ici c'était de l'abiraterone, mais si on donne en continu cette hormonothérapie, il va y avoir, à force, dans les études on dit une médiane de 16 mois, il y a des gens chez qui ça se passe plus longtemps, une résistance, et on va devoir changer de traitement. Et là, nos collègues de Floride se sont dit, mais plutôt que de donner en continu, plutôt que d'essayer du séquentiel, soyons un peu adaptatifs. Donc dès qu'on est suffisamment efficace, PSA qui chute à plus de 50%, on arrête le traitement, on le reprend, on l'arrête, on le reprend. Et au lieu d'avoir dans leur cohorte de patients qui ont été traités entre guillemets de façon bête et méchante, comme on fait aujourd'hui, nous, et qui échappent, eh bien, ils avaient 10 patients sur 11, finalement, chez qui ils faisaient cette adaptation et qui étaient un peu plus sensibles dans la durée au traitement. Et puis du coup, ils avaient divisé par 2 le nombre de médicaments, le pourcentage qui avait été administré. Et c'est pour dire aujourd'hui qu'il faut imaginer que la tumeur, elle dépend de son environnement. Il faut taper sur les cellules malades, mais vous avez des cellules tumorales de prostate sensibles à l'hormonothérapie, des cellules insensibles à l'hormonothérapie et des cellules qui sécrètent des hormones. Et que dans la prostate ou dans les métastases, elles sont liées entre elles. Et qu'il y a un environnement autour de la tumeur. Et qu'il y a une biologie particulière. Alors c'est bien d'arriver avec le médicament et de tout raser, mais il va falloir qu'on apprenne la biologie des tumeurs et qu'on apprenne des stratégies adaptatives. Ça, c'est un premier niveau d'adaptation sur le plan médicament. Ensuite, à l'époque, quand on nous adressait des patients métastatiques sous hormonothérapie, on nous disait c'est hormonothérapie ad vitam. Et nous, on voyait des fois 2-3 lésions, on dit mais on va plus les détruire. On dit, mais pourquoi vous les détruisez? Vous n'avez pas à faire ça. C'est l'hormonothérapie, le traitement. Mais il n'y a pas de raison de ne pas essayer d'optimiser et détruire les clones cellulaires résistants, théoriquement. Et finalement, il y a eu des essais thérapeutiques. Et ici, cet essai de phase 2, où on comparait le traitement médical à un traitement médical avec de la radiothérapie très ciblée chez des patients qui avaient peu de métastases. Alors là, on a une population tout venante où on a des cancers de prostate, mais aussi du poumon, du sein, etc. Et on voit un bénéfice significatif dans un essai randomisé. Et il faut imaginer que quand vous avez une métastase, elle peut être celle qui donne le clone des prochaines métastases à venir. Mais elle peut aussi être révélatrice du fait qu'il y a des cellules microscopiques différentes qui vont aller s'installer ailleurs par la suite. Mais sauf que ça, vous ne pouvez pas le savoir, a priori. Donc, est-ce que vous êtes dans une attitude maximaliste? On va donner les meilleures chances et on va aller chercher à guérir d'une maladie métastatique? Ou est-ce que vous avez considéré a priori qu'à partir du moment où il y a une métastase quelque part, il y en a une autre qui se balade, qui est invisible, et du coup, ce n'est pas la peine d'aller se bagarrer pour aller traiter localement celle que vous voyez? Est-ce que vous avez une posture a priori ou un pragmatisme avec une tentative d'améliorer votre prise en charge en essayant d'accueillir des éléments biologiques et de l'incertitude, ce qui est notre boulot en cancérologie, accueillir l'incertitude et donner de l'espoir? Et bien maintenant, on commence à avoir des essais thérapeutiques. Et je vais terminer dans 3 minutes, mais je vais encore donner une étude un peu conceptuelle. On va considérer que des patients qui ont cancer de prostate avec peu de métastases, donc on va dire dans cette étude 3 métastases max, et un PSA en ascension, on va essayer de faire en sorte de ne pas donner tout de suite d'hormonothérapie chez des patients métastatiques. Et si c'est le cas, ils ont peu de métastases, c'est une étude de 2013, en 10 ans, on en a des centaines comme ça, on va traiter par radiothérapie stéréotaxique les métastases. Et donc, dans cette petite étude de 24 patients, finalement, il y a 10 patients qui ont été traités par hormonothérapie, mais les autres, on n'a pas eu besoin, puisqu'on a irradié des métastases, et il y en a chez qui on a irradié une 2e vague, et il y en a même chez qui on a irradié une 3e vague, et finalement, on différait l'hormonothérapie, ce qui, en termes de qualité de vie, est pas mal. Eux, ils étaient en vie, mais ils n'avaient pas d'hormonaux, et ils avaient encore des armes. Et du coup, on diffère l'hormonorésistance aussi. Et du coup, on écrit une histoire d'une maladie métastatique sans forcément être dogmatique, en disant métastase égale hormonaux tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire chez tout le monde. Mais c'est important. Et pour dire donc qu'on a maintenant aussi des études qui nous montrent que lorsqu'on irradie des métastases, on a une action sur la maladie générale. Vous irradiez des métastases, vous détruisez des cellules, vous permettez à votre système immunitaire d'être activé et d'aller détruire des métastases à distance, même en zone non irradiée.
Et on traite la prostate en radiothérapie alors que la maladie est métastatique, parce qu'on a aussi un effet antitumoral sur les métastases. Lequel, combien, quand, chez qui, ça c'est plein de questions. Mais on sait aujourd'hui, et on a vu avec les essais thérapeutiques, que des patients qui ont des métastases, quand la maladie est contrôlée, on va irradier le site primitif de la prostate, qui est le site d'où émergent les résistances. Pour terminer, puisqu'on a parlé des stratégies de gestion des rechutes locales, je parle bien sûr de la curithérapie, que tout le monde connaît. Vous savez, les grains d'or qui piègent l'iode à bas débit, mais vous avez le haut débit. Vous avez des vecteurs qui vont conduire des sources radioactives, qui vont nous permettre sur des temps courts de délivrer des doses. C'est de la réirradiation interne. Et vous avez aussi nos copains, collègues urologues qui peuvent faire des prostatectomies. C'est un peu complexe d'aller faire une prostatectomie rattrapage en territoire irradié sur le plan urinaire. Enfin, ça existe. Les réirradiations, on en a parlé. Il y a Olivier qui est quand même un des grands spécialistes de l'électroporation par nanoknife. Vous avez des techniques de cryoablation. La réirradiation, on a assez vu, hein, pas non plus la paroisse. Hein. Et c'est vrai qu'aller commencer à essayer d'épargner l'urètre. En fonction de si la rechute est postérieure ou antérieure, les techniques diffus ou de cryoablation ne vont pas théoriquement être indiquées de la même façon. Mais en même temps, vous faites bien ce que vous faites régulièrement. Donc en l'absence d'études, c'est un peu artisanal. L'artisanat parfois marche bien, mais parfois n'est pas génial sur le plan fonctionnel. Donc on a besoin d'un peu plus d'études pour arriver à structurer des algorithmes de décision. C'est des jolis concepts, des jolies images, mais en tout cas sur les rechutes locales, on a positionné des traitements, donc il y a encore de l'espoir de rattrapage. Tous les collègues, nous tous, nous en premier aussi, on doit s'appliquer à soi-même. On doit publier nos résultats, on doit travailler, évaluer pour pouvoir rapporter, se comparer. Je vous remercie de votre attention.